À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les prochaines législatives, fixée au 6 mars prochain, notre invité, l'ancien préfet d'Abidjan, a présenté ce jeudi un programme de prévention et de monitoring des conflits pour cette période électorale. Vincent Taubirier, président de la plateforme citoyenne Aube Nouvelle, en appelle à la vigilance des acteurs politiques et des populations afin de prévenir de nouvelles tensions qui pourraient ressurgir. Comment éviter justement ces tensions ? Y a-t-il des risques de conflits liés au prochain scrutin électoral? Existe-t-il des solutions pour les prévenir? Autant de questions que je soumettrai à Vincent Taubirier, fondateur du mouvement citoyen Aube Nouvelle. Vincent Taubirier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la deuxième fois que vous passez à Sans Réserve. Quel est le souvenir que vous gardez du premier passage? Un très bon souvenir parce que c'était un contexte de préparation de l'élection présidentielle. Mais ce que je retiens surtout, c'est la pertinence des questions que nous avions abordées. Lesquelles questions se sont retrouvées sur la place publique quelques semaines après, à l'élection présidentielle, à la prestation des serments du président, mais également les événements sociaux qui ont suivi. Donc, ça dit pourquoi vous méritez amplement votre ébonie. Merci. On est là pour parler de vous ce soir. Non, vous méritez votre ébonie, je le dis. Merci beaucoup. C'est pour cette raison que vous avez eu ce prix. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant d'ouvrir l'entretien et entrer en profondeur dans les sujets qui nous attendent ce soir, je vous propose avec vous, à vous et à nos téléspectateurs, de suivre ce portrait. Et de 2 pour le préfet hors grade, Vincent Taubi sur le plateau de Sans Réserve. Ce haut fonctionnaire a occupé plusieurs postes, entre autres sous-préfet de Thiémé, département d'Odiéné, directeur de cabinet adjoint chargé de l'administration du territoire, puis en novembre 2016, directeur de cabinet dans le même département. Après l'étape de sa qualité de préfet de la région d'Abidjan, poste qu'il a quitté en août 2020, pas de répit pour autant pour Vincent Taubi. Spécialiste de programmes de gouvernance ou de sortie de crise dans de nombreux pays d'Afrique et bien au-delà, il met en place quelques semaines un mouvement, Aube Nouvelle, qui se veut une plateforme qui donne la parole à toutes les couches sociales afin de construire une nation de paix et de développement. Plusieurs rapports sur la situation sociopolitique sont régulièrement publiés avec des recommandations, avec pour objectif d'alerter l'État ivoirien, les différentes couches sociales de pays, être une grande force de proposition pour la paix en Côte d'Ivoire. Ses nouvelles activités, sa passion pour son pays, son regard sur la situation sociopolitique sont entre autres les sujets qui seront abordés ce jour dans ce numéro de votre hebdomadaire Sans Réserve. Vincent Taubirier avec Aube Nouvelle, ça y est, on est en plein dans la politique? On est en plein dans le social et le mouvement associatif. Très bien. Alors, après votre démission, on vous a vu sur le terrain partout en Côte d'Ivoire, presque. Qu'est-ce que vous cherchez? La paix, la cohésion, la stabilité communautaire, qui est une aspiration commune. Chaque Ivoirien contribue à son niveau à ce que sa famille soit stable, son village soit stable, son quartier soit stable, sa commune soit stable. Et nous essayons de structurer cela à travers notre mouvement qui s'appelle Aube Nouvelle, avec des personnes bénévoles libres qui ont cette même aspiration. Alors, c'est un mouvement que vous avez lancé depuis quelques mois maintenant. Si on vous demandait de faire le bilan de ces premières semaines d'activité sur le terrain, ce serait quoi, ce bilan? C'est un mouvement lancé exactement depuis 4 mois aujourd'hui, donc le 24 octobre 2020. Le bilan est bon parce que nous avons pu déjà fédérer beaucoup de personnes, beaucoup de forces, beaucoup d'initiatives. Nous avons fait passer notre message. Nous avons sillonné toutes les villes de Côte d'Ivoire qui ont connu des violences. Nous avons rendu public des rapports. Mais l'autre aspect positif, c'est que beaucoup de personnes se sont reconnues dans l'idéal de paix, d'amour, d'empathie, de solidarité. Et nous sommes aujourd'hui présents dans 112 villes européennes, dans 15 capitales africaines, 10 villes américaines, 10 villes canadiennes, et sur toute la Côte d'Ivoire. Donc il y a ce besoin-là de participer à la vie sociale, communautaire, qui a amené toutes ces personnes. Donc le bilan est plutôt positif. Vous dites, nous avons sillonné toutes ces villes où il y a eu des conflits pour porter notre message. C'est quoi ce message essentiellement? C'est le message de paix. Vous savez que nous avons passé une période très difficile toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes sortis d'une élection présidentielle où il y a eu émaillé de violence. Le gouvernement estime officiellement à plus de 80 personnes décédées. Aube Nouvelle évalue à 296 le nombre de maisons saccagées, pillées et des centaines de maisons qui ont subi des avaries et des biens matériels. Donc nous sommes sortis d'une situation difficile et il fallait bien travailler pour que la stabilité communautaire soit l'affaire de tous.
Est-ce que vous avez l'impression qu'après votre passage ou pendant même votre séjour dans ces régions qui ont été touchées par les conflits, que les populations étaient réceptives à votre message, qu'aujourd'hui, les sujets qui ont suscité des divisions au sein de ces populations sont derrière nous? Non, c'est deux choses différentes. Les populations étaient réceptives au message parce que nous avons rencontré toutes les communautés. Communauté CEDEAO, communauté non nationale, communauté allogène, communauté allochtone, communauté autochtone. Toutes les différentes communautés nous ont réservé un bon accueil et nous ont expliqué leur version des faits dans les crises et également leur proposition de solutions. Ça, c'est une part du problème. Quant à la résolution du problème lui-même, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est sur le long terme. C'est sur des décennies, c'est sur des années. Et je pense qu'il y a des initiatives déjà gouvernementales, privées, associatives, publiques, traditionnelles qui sont en cours, qui peuvent nous permettre de sortir de cette situation difficile. Très pratiquement, est-ce que vous pensez que la cohabitation pacifique entre les communautés est encore possible sur le terrain dans ces zones-là? C'est le thème du rapport que nous avons rendu public, pour lequel vous m'avez déjà invité sur votre plateau. La cohabitation est possible. Mais il y a des passifs de l'histoire qu'il faut soigner. Il y a des questions foncières, des questions économiques, des questions de développement. Et surtout des questions politiques, peut-être? Bien sûr, des questions politiques. Mais non, je dis les questions foncières, économiques, sociales, historiques, sociologiques, des questions liées au peuplement, des questions liées à des préjugés entre populations. Tout cela prend une forme dangereuse lorsqu'on le saupoudre de la question politique. Donc c'est la question politique qui est souvent le déclencheur. Mais toutes les communautés, qu'on soit aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Népal ou au Ghana, toutes les communautés ont déjà des situations de conflit, mais qui sont gérées de plusieurs façons. Quand la question politique devient le moteur ou l'aspiration ultime, c'est difficile de trouver un compromis et tout s'embrase. Vincent Tobihirié, des informations vous annoncez sur de nouveaux engagements internationaux. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai, j'ai toujours eu des engagements internationaux. Vous savez que je viens de l'international. Et donc, c'est vrai, j'ai des engagements internationaux pour des missions de différentes natures. Alors, on vous annonce en Nouvelle-Calédonie, suite à une nomination de l'ONU, sans réserve, nos téléspectateurs aimeraient en savoir plus. Bon, ce sont des engagements personnels, ce sont des contractualisations personnelles. On va en parler peut-être à une autre occasion. Donc cela ne va pas freiner votre élan avec Aube Nouvelle? Non, mais notre travail, je veux dire, la station, la position physique n'est pas celle qui fait la production d'idées ou de richesses. On peut être où que ce soit, mais travailler. Le travail qui se fait. D'ailleurs, avant d'être sur le terrain, on était d'abord sur Facebook, plus présent sur Facebook, ensuite sur le terrain. Donc le travail continue normalement. D'ailleurs, cette information que vous avez donnée, elle est allée dans le domaine public, mais depuis mon départ, j'ai eu des engagements internationaux. Mais ce n'était pas connu. Ça ne m'empêchait pas de continuer mon travail. Vincent Tobihirié, vous sillonnez plusieurs villes de la Côte d'Ivoire après la présidentielle pour parler de paix, de cohabitation pacifique. Entre-temps, après son investiture officielle en décembre dernier, le chef de l'État a annoncé la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale. Kwadwo Konan-Bertin, ex-candidat malheureux à cette présidentielle, que vous connaissez bien, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez ensemble sur les questions de la réconciliation nationale? D'abord, ça a été une très bonne initiative. Je vous l'ai dit déjà, le 17 décembre dernier. Ça a été une très bonne initiative que la Côte d'Ivoire se dote d'un ministère de la Réconciliation, que le président ait fait ça. Et ça a été même le symbolisme de la nomination, où une annonce spéciale a été faite pour la création de ce ministère, qui était nécessaire. C'est une très bonne chose. Donc, nous supportons toutes les initiatives, qu'elles viennent de ce ministère ou toute autre initiative. Et nous avons déjà eu le privilège d'être reçus par le ministre de la Réconciliation nationale pour discuter des recommandations de notre rapport. Et nous avons également, en plus haut lieu, des échos de la réceptivité des recommandations que nous avons formulées. Donc, nous participons, mais nous participons également en tant qu'association, en tant qu'organisation, en tant que population. Nous pouvons également initier des choses au bas niveau, parce que le travail est grand, c'est immense. Donc au bas niveau, on peut avoir des initiatives sur le terrain pour parler aux populations. Et ça, c'est un élan personnel, c'est un élan associatif, c'est un élan communautaire. C'est ce dans quoi nous nous investissons. Vous avez l'impression, l'assurance que le ministre de la Réconciliation nationale va réussir sa mission? Moi, je ne peux pas porter le jugement sur son travail. Je ne peux pas porter le jugement. Je dis que l'initiative de créer un ministère, c'est très bien. Je dis que l'initiative de parler aux communautés, c'est très bien. Je dis que l'initiative de parler aux responsables politiques est bien. Mais je dis également que ça doit être complémentaire de toutes les actions de base que la presse peut mener, que des individus, qu'un village, qu'une association, que tout le monde peut mettre en même temps pour que ce soit un succès. Justement, parlant de réconciliation nationale, de cohésion sociale, quel est le regard que vous jetez sur l'implication, sinon la part des médias, dans tout ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire ces 30 dernières années?
Écoutez, je le dis ce matin, avant d'aller sur les 30 dernières années, prenons l'exemple tout récent. J'estime personnellement que les médias ivoiriens, qu'ils soient la presse en ligne, qu'ils soient la presse audiovisuelle, qu'ils soient les journaux traditionnels, ils ont fait preuve de professionnalisme, en tout cas en 2020, pendant cette élection présidentielle. Parce qu'aucune crise majeure, aucun bouleversement, aucun trouble n'est arrivé dans une localité du fait d'une mauvaise information véhiculée par la presse. Je le disais ce matin, c'est un exemple. Il faut en tirer des leçons. Comment la presse a réussi à se comporter de façon aussi positive? Asseyons-nous avec vous, vous faites des séminaires pour en tirer des leçons, pour que demain, ce soit un bonus pour les actions de la presse. Ce qui est arrivé, c'est la liberté d'expression des populations à travers les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il y a beaucoup de fausses informations, comme vous appelez, fake news. Et c'est de là que souvent, des rumeurs de tueries, d'assassinats, de désordres, d'attaques ont donné une ampleur à des mouvements de colère. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé en 2020. Mais sur les 30 années, on peut rester très longtemps ici pour analyser. Mais moi, personnellement, j'estime que la presse ivoirienne, la presse officielle, les journalistes reconnus comme tels, font un travail formidable et ont beaucoup évolué dans le niveau de professionnalisme et de traitement de l'information. Et justement, parlant de fake news, est-ce que vous avez des solutions à proposer pour lutter contre elles? Est-ce que vous vous mettez, par exemple, dans le camp de ceux qui estiment qu'il faut, en période électorale, suspendre notamment l'accès aux réseaux sociaux? Je l'ai dit sur votre plateau le premier jour où vous m'avez reçu ici, le 15 septembre 2020, il n'est plus admissible de restreindre la liberté des citoyens, notamment la liberté d'expression. Et les réseaux sociaux sont le canal approprié pour l'expression plurielle de toutes les populations, qui qu'elles soient, sans forcément passer par les canaux traditionnels des médias. Mais comment freiner la divulgation des fake news? Cette liberté va avec une responsabilité personnelle. Quand vous dites qu'à Dabou, il y a eu 10 morts dans tel camp, tout de suite, il y a des représailles. Il y a une question de responsabilité personnelle. Comment le faire? Ce n'est pas l'éducation, c'est l'école, c'est vous-même vos émissions. C'est de parler. Et c'est de responsabiliser ceux qui gèrent les plateformes, les grandes plateformes connues en Côte d'Ivoire. C'est en filtrant certaines informations qu'on pourra arriver à avoir un niveau de responsabilité de ceux qui s'engagent à donner des informations sur les réseaux sociaux. Donc pas d'interruption d'Internet en période électorale? Non, c'est exclu de le faire. Des pays l'ont fait, mais ce serait bâillonner des libertés individuelles. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes... Il y a tellement de choses positives sur Facebook. Vous pouvez actuellement vous assis, commander n'importe quoi, un stylo, une nourriture, une veste, un appareil. Mais il y a des dérives qui sont marginales par rapport au bienfait des réseaux sociaux. Il faut se pencher sur ces dérives. Vincent Aubirier, nous sommes à la veille de prochaines joutes électorales, notamment des élections législatives qui vont se dérouler le 6 mars. Aujourd'hui même, ce matin, vous avez tenu une conférence de presse à Abidjan pour faire une sorte de monitoring autour des risques liés à cette ces élections législatives. Est-ce que vous avez des inquiétudes à la veille de ces législatives? Oui, on a des inquiétudes. Simplement parce Quelles sont-elles? Oui, parce que nous sortons d'un processus présidentiel qui a laissé des traces où il y a eu des violences, il y a eu des affrontements communautaires, intercommunautaires, et donc c'est légitime qu'on ait des inquiétudes. Cependant, ces inquiétudes ne balaient pas du revers de la main l'inclusion démocratique que nous avons aujourd'hui en voyant toutes les forces politiques de Côte d'Ivoire participer à une élection. Ça, c'est une avancée majeure. Aujourd'hui, on a un niveau où tout le monde s'intéresse au fait électoral. Mais venons à vos inquiétudes. Et permettez-moi de développer cette partie. Il y a 4 faits statistiques et un fait sociologique qui fondent notre inquiétude. Les 3 faits statistiques, c'est premièrement, il n'y a plus d'élections législatives qui aient mis en compétition tous les partis politiques depuis 26 ans. Depuis 1995-96, depuis 26 ans, nous n'avons pas encore eu en Côte d'Ivoire une élection législative où tous les partis politiques ont concouru et ont compétit en même temps. Rappelez-vous, en 2000, le RDR, certains cas du RDR avaient été exclus de la compétition, le RDR s'était retiré, le RDR est revenu en 2000. Et en 2011, le FPI et beaucoup d'autres partis n'ont pas participé aux législatives, idem en 2016. Donc voici le premier fait statistique. Deuxième fait statistique, les candidats indépendants suppléants sont 1266 pour 255 députés. Ça fait en moyenne un poste pour 5 candidats. Donc la compétition sera forcément rude, avec ce que cela comporte d'affrontements, mais également de mauvaise foi de certains candidats qui sera amené à soulever des populations. Troisième fait statistique, c'est la progression fulgurante du nombre de candidats indépendants qui sont soit des décisions des partis politiques, soit des personnes qui décident elles-mêmes d'assumer une aventure politique. Et ça, c'est une bonne chose. Voici 3 faits statistiques qui indiquent
que la compétition sera rude. Dernier fait, c'est un fait sociologique, c'est qu'on a connu des violences en 2020, mais on a connu également des violences en 2018 à l'occasion des municipales, à Port-Boué, à Koumassi, à Grand-Bassam, à Lakota et dans un certain nombre de localités. Donc, pour toutes ces raisons statistiques et sociologiques, nous avons des raisons de dire attention à le doucement. Maintenant, on peut revenir encore pour d'autres raisons. Au sein de chaque parti politique, il y a des contraintes. Le FPI n'a plus participé à une élection législative depuis 20 ans. Depuis 2001, le FPI n'a plus jamais participé à une élection législative. Depuis 20 ans. Le FPI n'a plus participé à une élection depuis 2010. Donc, depuis 10 ans, le FPI n'a plus participé à une élection. Et entre-temps, depuis 2010 à ce jour, il y a eu 8 élections différentes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, présidentielle, législative, sénatoriale, municipale et tout ça. Donc le FPI n'a pas participé. Et ce parti revient. Ça demande qu'il y ait une remobilisation des militants. L'entité originelle, disons RDL, l'entité originelle dans le RHGP, n'a plus participé à une élection variée depuis 1995. Elle a participé à toutes les élections. Elle n'a pas participé aux élections législatives. Mais c'est la première fois que le RDA va avoir en face de lui des partis d'opposition constitués, reconnus comme tels, ce qui n'a pas été le cas en 2011 et en 2016. Donc la compétition, bien sûr... Je peux vous répondre qu'en 2016, on avait le FPI en face. Oui, le FPI. Mais vous savez que le FPI est une grande famille, avec tout ce qu'il y a eu comme décision judiciaire, comme situation interne. Mais vous savez, c'est l'ensemble de la grande famille FPI. Et le RDA également, en 2016, a connu une élection, mais dans le cadre de l'Alliance. Le PDCI est le parti qui a fait toutes les élections en Côte d'Ivoire, mais le PDCI n'a pas fait les élections en 2000. Parce que les candidats PDCI avaient été écartés de la course. Il y a eu également la situation en 2020 où le PDCI n'a pas participé. Le PDCI a participé aux élections en Alliance en 2010, en 2011, en 2016 et en 2018. Donc ce parti revient maintenant seul avec quelques autres alliances. Donc en clair, pour chacun des grands blocs politiques en Côte d'Ivoire, RDA ou RHGP si vous voulez, PDCI et FPI, il y a une situation nouvelle qui indique donc que la compétition pourrait être un peu teintée Tout ça pour ainsi dire qu'il peut y avoir des tensions. Qu'il y aura des tensions si nous ne faisons pas attention. C'est évident parce que... Comment faire attention? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les tensions? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est dans le processus électoral. Il y a eu des discussions à un haut niveau, au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau des ministères, pour essayer d'écouter les voix, pour essayer d'harmoniser. Il n'y a pas eu de réformes électorales profondes pour y aller, mais il y a eu quand même un consensus. Et ça, c'est très bien du côté des partis politiques. Maintenant, il faut un professionnalisme dans la conduite des élections pour qu'il n'y ait pas de suspicion quelconque de la part des partis politiques. Vous avez des inquiétudes là-dessus? Je dis que il y a toujours des inquiétudes. Quand il y a quelle que soit la qualité de l'élection, quel que soit le professionnalisme d'une commission électorale, il y a toujours des inquiétudes parce que ça doit être le risque zéro, ça doit être l'erreur zéro, ça doit être la tolérance zéro dans l'organisation de cette... Donc, il est normal que nous puissions avoir quelques inquiétudes logiques et demander à tous ceux qui sont impliqués de faire professionnellement leur travail pour que tous les partis soient heureux, pour que les populations retrouvent la paix et qu'il y ait la stabilité communautaire se passer. C'est la finalité. L'élection n'est pas la finalité de la démocratie. La finalité de la démocratie, c'est le bonheur du peuple, c'est la prospérité, c'est l'épanouissement. Et allons vers cette finalité. L'élection n'est qu'un canal pour la stabilité, pour la reconnaissance, la légitimation des institutions pour une vie communautaire stable. Les Ivoiriens qui nous regardent ce soir ont envie de vous demander, vous dites de belles choses, des choses pertinentes, mais aujourd'hui, au stade où on en est, comment on fait pour avoir des législatives apaisées? La démocratie est une construction. Nous avions les législatives en 2011-2016. Je vous ai dit, depuis 1995, on n'a pas une élection qui a mis autant en compétition les partis politiques. On l'a aujourd'hui. Donc c'est une progression. On a beaucoup de candidats indépendants qui ne sont pas forcément dans les partis politiques. C'est une progression. On a une volonté de participer. C'est une progression. Mais il faut que, pendant la campagne, les textes soient respectés, les principes soient respectés, qu'il y ait une sorte de gentleman agreement. Est-ce que vous, justement, en parlant de gentleman agreement, est-ce que vous avez l'impression que tous ces candidats, tous ces jeunes et femmes qui s'engagent en politique ont la formation requise pour justement s'inscrire dans cette logique de gentleman agreement? Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je disais que c'est une formation en cours. Est-ce que vous avez l'impression, en général, que les politiques ivoiriens sont formés? Non, je ne peux pas répondre par la négative, si c'est là que vous le Non, voyez. pas du tout. Moi, je vous demande votre avis. Qu'il y a des gens qui sont expérimentés dans la vie politique. Quand je vous parle des gens qui ont fait les élections depuis 60 ans... Tout comme il y en a d'autres qui ne sont pas expérimentés. Mais ça va de soi. Il y a des gens qui ne sont pas expérimentés. Mais ce n'est pas mauvais qu'ils ne soient pas expérimentés. Parce que même ne pas être expérimenté, c'est qu'ils apportent une touche nouvelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de candidats indépendants. Notre rôle maintenant en tant qu'association, comme toutes les organisations internationales ou locales, c'est d'accompagner, de former, de mettre en place... Justement, la question que je vous pose, justement, c'est la question de la formation. Est-ce qu'elle, finalement, ne doit pas être au centre du parcours politique de ceux qui s'engagent en politique? Oui, bien sûr. Ça va de soi. Il y a une formation orientée vers deux niveaux. Il y a une formation interne aux partis politiques. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui forment leurs membres. Et il y a une formation qui est donnée par des organisations extérieures, comme les nôtres. Et pour votre gouvernement, nous avons formé un certain nombre de partis politiques pendant cette élection, et non des moindres.
qui sont venus à nous pour dire, bon, c'est quoi, quels sont les enjeux d'une élection, comment on doit se préparer. Et ça, c'est notre technicité au sein de Aube Nouvelle. On a des personnes qui sont onusiennes, qui sont praticiennes, qui sont juristes, qui ont fait les élections. Et donc, nous avons fait des formations à des candidats indépendants, à des candidats de partis politiques, pour leur faire comprendre l'enjeu, mais également les amener à respecter les règles de gouvernance pendant une élection. Donc, la formation des partis politiques est fondamentale, elle doit continuer, pour que les jeunes cadres aujourd'hui s'engagent en politique, aient une voix, et puissent Vous tenez tant à ça que les jeunes cadres s'engagent en politique? C'est très important, c'est le renouvellement. Quand je dis jeunes cadres, je ne parle pas seulement de jeunesse biologique, je parle de gens qui peuvent avoir 70 ans, mais qui s'intègrent maintenant dans la politique pour pouvoir apporter des idées nouvelles. C'est ça que j'appelle jeune cadre. La jeunesse des idées. La jeunesse des idées. La jeunesse dans la tête, la jeunesse de la vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui se bâtit sur la base de tout ce qui a été construit avant par les générations précédentes. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut former pour qu'on ait cette nouvelle vision, pour qu'on ait ce souffle nouveau qui est nouveau pour notre temps, mais qui se bâtit sur les choses, sur les acquis du passé. Et c'est ça qu'on demande. Et cette formation permettra d'avoir des députés capables de comprendre leur rôle dans le Parlement et non pas seulement passer du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles pour le peuple. Donc la formation est importante. Si vous avez des rudiments pour former des partis politiques, des acteurs politiques, pourquoi Aube Nouvelle, finalement, n'y est pas allé à ces élections législatives? C'est la même question. Quelle est la raison? Vous m'avez posé, c'est la première question que vous m'avez posée sur votre plateau le 15 septembre 2020. Tout le monde n'a pas vocation à faire la politique immédiatement. Il y a des organisations telles que India, IFS, EISA, Konrad Adenauer, Konrad Ebert Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung. Beaucoup d'organisations qui concourent à la formation. C'est notre contribution. Ce sont des associations aussi comme les nôtres. Donc nous pouvons former. Un jour, nous pouvons décider aussi de rentrer dans l'arène politique, mais ce n'est que légitime. Mais nous formons, nous accompagnons parce que nous avons une expérience de gestionnaire technique de ces processus politiques et électoraux. C'est ce que nous faisons. Et je le répète, aujourd'hui, on nous voit dans ce rôle ici. Parce qu'on a été préfet d'Abidjan, on trouve ça pas normal. Mais c'est le travail qu'on a toujours fait dans tous les pays d'Afrique pratiquement. Je le répète tout le temps. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on poursuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec beaucoup de compréhension de la part des partis politiques parce qu'ils nous ouvrent leurs portes. Vincent Taubirier, que répondez-vous à ceux qui disent que vous courez justement pour obtenir ce poste à l'international que vous venez d'obtenir? Ah, mais comment ils peuvent le dire? Mais j'ai toujours été à l'international. J'ai fait 15 ans de travail international. Oui, vous avez démissionné de votre poste de préfet. J'ai été partout, j'ai toujours été, même quand j'ai démissionné, je faisais encore des consultants internationaux, mais sur nos formats. Je suis d'essence internationale, c'est ce que j'ai fait. Toute ma vie professionnelle, une grande partie de ma vie professionnelle. Donc pourquoi démissionner pour un poste international? Non. Et puis c'est reparti même si c'est ce que je faisais. Donc c'est pas nouveau, c'est nouveau pour les Ivoiriens parce qu'ils m'ont connu dans un rôle particulier que vous avez présenté au début. Mais mon expérience, c'est la gestion post-crise. C'est les processus de gouvernance, c'est les processus électoraux. C'est ça mon expérience, c'est ce que j'ai fait partout où je suis passé. Donc c'est totalement normal. Vous sillonnez la Côte d'Ivoire, vous êtes quasi omnipotent. Finalement, comment vous financez toutes ces activités? Très bonne question, tout le monde posait cette question-là. Mais posez la question à tous les gens de Aube Nouvelle qui sont là. Nous avons d'abord opté pour une approche très simple. Nous ne faisons pas de réunions dans les salles, dans les grands milieux. Ça, c'est vraiment à titre exceptionnel, comme ce matin, par exemple, on a une petite salle. Mais nous faisons les réunions sous les arbres, proche des marigots. Partout, nous allons dans les villages, on ne paye aucune salle. Ce sont les villageois eux-mêmes qui nous donnent leurs bancs et leurs chaises. Et vous pouvez témoigner. Allez à Dabou, à Bonois, à Daoukro, à Teiri, à Guézon, à Diokwe. C'est sous les arbres que nous faisons. Donc, ça diminue les frais. Maintenant, tous les individus qui sont à nous participent. Chacun met la main à la poche pour aller faire un travail. Parce qu'il y a cette volonté-là. Et même, c'est plus loin. Chaque fois qu'on a une activité, on lance un appel à la contribution. Chacun, il y a des sans-emploi, il y a des étudiants. Ils sont nombreux comme ça. Prenez le temps de les interroger pour voir. Mais voyez l'effort qu'il y a derrière. Voyez l'initiative. Et non pas forcément qu'est-ce qu'il y a. Nous-mêmes, nous sommes surpris de cet engouement qui fait qu'on arrive quelque part. On dit, écoute, on vous donne à manger cadeau. On vous donne des couchettes gratuitement. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et voilà pourquoi nous arrivons à faire toutes ces missions partout en même temps, sans avoir besoin. On n'a aucun financier. On n'a aucun financement, ni international, ni local. C'est juste ces contributions de citoyens qui croient qu'il est capable de faire une vie associative autrement, en s'impliquant, en donnant des valeurs d'amour et de solidarité. Par exemple, juste après l'émission, je suis invité dans une église. Avant cela, j'étais dans des mosquées. Tout le monde veut participer à quelque chose. Et tout le monde offre de donner quelque chose pour faire ce travail, soit en nature, soit en opportunité. Voilà. Et même vous êtes en train de nous aider à Aube Nouvelle en nous invitant sur un plateau prestigieux comme celui-là, qui a une si forte audience, pour parler de notre travail. Je n'ai pas payé un seul centime, M. Deransouba, pour venir sur ce plateau. Donc vous nous donnez également un appui dans notre travail. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on demande à la presse. Est-ce que Aube Nouvelle est en train de travailler pour, en ayant quelque part dans un coin de la tête, à l'esprit, les élections présidentielles de 2025, par exemple?
je sais pas, il y a des millions d'organisations non gouvernementales ONG en Côte d'Ivoire. Parmi ces millions d'organisations, j'ai la chance de vous avoir, vous, en plateau ce soir. Il y a des millions d'abord en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous vous agacez quand on pose ces questions? Non, parce que je comprends. Quand j'étais à l'international, j'étais basé à Johannesburg, donc en Afrique australe, où c'était tellement normal. Quand vous avez une certaine capacité, une certaine expérience, vous êtes dans une association, vous ne gaspillez pas votre capacité en restant à la maison. Tout le monde. Tout le monde fait de l'entrepreneuriat Cyril Ramaphosa, social. le président sud-africain, était le président du conseil d'administration de l'organisation pour laquelle je travaillais. Il ne savait même pas qu'il allait rentrer en politique. Tout le monde le fait. On ne gaspille pas le potentiel. Il y a des gens qui n'ont plus de poste, qui sont assis à la maison, c'est fini. Ils gaspillent un savoir. Ils gaspillent la transmission aux générations. Donc c'est normal ce qu'on fait. Pourquoi on doit forcément... Il y a des millions d'organisations. Et tout le monde contribue. Et vous également. Vous êtes journaliste, mais c'est sûr que vous êtes de la mutuelle des ressources de votre village ou bien d'une association. Mais vous mettez quelque chose à contribution. Parlons de vous. Je parle de moi. Je parle de ce que je fais. C'est tellement... Écoutez, M. Darassouba, je le répète, vous ne pouvez pas eu la chance divine que moi j'ai eue de parcourir pratiquement le monde entier, revenir en Côte d'Ivoire, et puis enfouir cette connaissance pour vous. Ce n'est pas possible. C'est cette connaissance qui m'a fait faire mon travail de préfet, mon travail de directeur de cabinet. Et c'est sur les acquis de cette connaissance que je fais aujourd'hui tout ce que je fais. Alors, dans la tête de bien de cadres ivoiriens, on en connaît, on en discute avec certains, il y en a beaucoup qui ont des idées, qui veulent s'affirmer sur la scène politique, mais qui ont peur des représailles. À ceux-là, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas à moi de leur parler, parce que je ne suis pas auteur de représailles. Je ne suis pas auteur de représailles. Vous n'arrêtez pas de dire, oui, il faut que tout le monde s'engage. Oui, mais je l'ai dit, mais si tout le monde a peur, comment un pays peut avancer? Il a fallu que les gens rêvent de jeter des tonnes de métal dans le ciel pour aller sur la Lune, pour voyager d'un pays à l'autre, pour que ça se réalise. Il a fallu que les gens imaginent qu'on puisse communiquer à des milliers de kilomètres, même quand on n'est pas ensemble, pour que le cellulaire existe. Il a fallu qu'on invente les moyens de communication tels que la télévision. Donc cette question de peur, la peur handicape le développement d'une nation. Il peut y avoir des problèmes, mais c'est des problèmes passagers qui n'auront jamais raison sur la volonté d'un peuple d'avancer. Donc il faut prendre le risque d'exprimer ses idées, mais dans le respect des lois de la République. C'est ce que nous faisons. Et peut-être cette peur aussi s'adresse à ceux qui ont certains instruments de l'appareil d'État. S'il y a de telles peurs qui sont exprimées, c'est peut-être qu'il faut aussi que nous repensions la façon d'impliquer, d'accompagner les citoyens dans leur volonté d'exprimer leurs opinions sur les choses politiques nationales. Donc c'est partagé. Je dis, on a un pays, on n'a qu'un seul pays. C'est notre pays, c'est notre terre. Si nous ne nous impliquons pas, personne ne le fera pour nous. À qui léguerons-nous? Quel ange descendra du ciel pour venir transformer, pour venir changer notre vie dans le quartier, dans la communauté, dans le pays? Donc faisons, tout le monde fait son... Le président de la République fait son travail. Les ministres font leur travail. Nous faisons notre travail. Et il y a le cycle, comme je le répète, de régénération naturelle. Demain, les enfants seront au pouvoir. Les plus petits seront ministres, seront DG. Des gens, des stagiaires vont vous remplacer, monsieur Darassouba. C'est l'ordre normal des choses. Et ça, il faut respecter ce ordre normal. Et il faut s'investir aujourd'hui, il faut travailler à son niveau pour pouvoir participer au développement de la Côte d'Ivoire. Vincent Aubirier, dans votre mouvement Aube Nouvelle, l'un des axes sur lesquels vous travaillez, c'est la prospective. Comment vous voyez la Côte d'Ivoire les 10 prochaines années? Ça, c'est une question très importante. Nous faisons beaucoup de prospectives. Et vous pouvez lire le rapport que je vous ai déposé ce matin d'ailleurs. Le 31 octobre 2020, nous avions déjà prévu ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire analyser sur la base des comparaisons, des éléments, des indicateurs, des éléments qui se profilent à l'horizon. Nous étions capables de dire qu'il y aura crise. Il y a eu crise avec les partis politiques. Nous étions capables de dire que le paysage politique allait se reconfigurer. Il s'est reconfiguré. Nous avons dit que les élections législatives allaient voir une percée des indépendances. C'est ce qui est en train de se faire, en tout cas au niveau des candidatures. Donc, les 10 années qui viennent, la Côte d'Ivoire a toutes ses potentialités. Nous avons fait de prodigieux bons déjà par ce qui a été fait par les gouvernements passés, par le gouvernement actuel, par les 10 années qui ont suivi la crise. Mais il y a des défis devant, je l'ai dit, il y a des défis de l'éducation. Allez un peu dans les provinces, vous voyez les jeunes éduqués qui sont encore en manque de repères, en manque d'occupation, en manque d'emploi. Vous avez des terroirs villageois qui ne sont pas capables de transformer les richesses locales, c'est-à-dire comment utiliser les terres, quelle culture appropriée, ils sont là. Vous avez des gens qui ont une formation, mais qui ne peuvent pas se rendre utile parce qu'ils n'ont pas cette opportunité. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser. Mais le potentiel pour une Côte d'Ivoire rayonnante est là, il est exploité, il est mis à profit aujourd'hui. Il est sous-exploité selon vous? Sous-exploité, je ne dirais pas, mais il est exploité. Mais il y a beaucoup à faire aujourd'hui encore. Parce qu'on a une population qui est très importante à la base de la pyramide. Donc il faut continuer à travailler pour que cette population... Parce que cette jeunesse, si elle n'est pas occupée, elle constituera un danger pour notre population. Tout autant qu'elle est un avantage pour notre propulsion vers l'avant, pour le rayonnement de notre nation. Vincent Aubirier, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve?
Aujourd'hui, je pense y avoir répondu, avec assez de sincérité quand même, parce que les questions étaient techniques et claires. Très bien. À présent, vous allez vous soumettre aux questions de nos internautes. La première question nous vient de Ben Oumar qui nous dit « Pourquoi l'ex-préfet d'Abidjan ne s'est-il pas présenté aux législatives ?» Ça vous donne l'occasion de revenir là-dessus. Tout à l'heure, quand je posais la question, vous êtes un peu agacé. Là, c'est non, je ne suis pas agacé, je répondais. D'accord, très bien. Expliquez-nous, pourquoi? Non, parce que je pense que voilà, c'est pas tout le monde qui doit aller aux législatives, c'est pas forcément au Parlement que toutes les expressions peuvent se faire. Et puis, au-delà de cela, même sur le plan administratif, je ne remplis pas les conditions pour être candidat. Mais la raison fondamentale, c'est que je pense que le travail que nous faisons assis au sein de la population est un travail important. Vous avez encore un droit de réserve oui, bien sûr. En raison de votre récente démission? Non, en raison de ma fonction, parce que je suis préfet. D'accord. Je ne suis plus préfet d'Abidjan, mais je suis préfet au grade. Bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord, très bien. La prochaine question nous vient de Ndrianisse Konan qui dit quel est exactement le rôle de Aube Nouvelle? Le rôle de Aube Nouvelle, c'est tout ce que je viens d'expliquer. Aube Nouvelle, c'est une association qui travaille sous 4 axes particuliers, des actions citoyennes, les échanges d'expériences dans une corporation précise, le leadership, le développement du leadership personnel et communautaire, et puis la prospective, la réflexion sur ce sera la Côte d'Ivoire demain. Les 4 axes. On poursuit avec les questions. Cette fois-ci, la question nous vient de Jean-Eudes Kanga qui dit « Comment vous définissez-vous un homme politique, un justicier ?» Point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'on appelle un homme politique en Côte d'Ivoire quand on dit un homme politique. Je ne sais pas quel diplôme on obtient, dans quelle école on va pour être homme politique, je ne sais pas. Mais je dis que je fais un travail associatif avec tous ceux qui partagent les mêmes idéaux, les mêmes désirs d'avoir des communautés stables, des quartiers stables, les quartiers en paix où tout le monde est heureux. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi la définition d'un homme politique, mais c'est ce travail que je fais. Je ne suis pas non plus un justicier, je travaille comme des millions d'autres ONG ici en Côte d'Ivoire pour faire en sorte que certaines situations de crise soient évitées et que chacun se sente concerné par la gestion de sa cité, de sa communauté. On poursuit avec les questions de nos internautes. La prochaine de Dia Joël nous dit « Sans travail, comment faites-vous pour garder votre niveau de vie ?» Ça, c'est une très bonne question. Ça doit faire l'objet d'une autre émission. Vous savez, et ça, je le dis aux jeunes, il faut éviter de plaquer votre niveau de vie sur votre fonction. Moi, j'étais préfet d'Abidjan, mais je mangeais garbage, j'allais dans les maquis, quelquefois, discrètement. Donc, j'ai la vie que j'avais parce que je savais qu'un jour, je ne serais pas là éternellement, que j'allais perdre la fonction, que j'allais quitter la fonction, soit pour une raison quelconque, soit par retraite, soit par autre chose, ou même qu'on m'aurait même enlevé de cette fonction. Donc, je vis une vie ordinaire qui correspond aux ressources que j'ai, très ordinaires. Donc, c'est ce que je fais. J'ai porté le costume parce que je viens à une émission où vous m'avez exigé de porter le costume, mais je porte mes t-shirts et je suis heureux. Donc, on vit comme ça simplement. Et puis, si vous avez travaillé, comme moi, à l'international pendant autant d'années, vous avez travaillé dans l'administration, et que 6 mois après votre démission, vous commencez à commander partout, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème d'organisation de votre vie. Très bien. L'avant-dernière question nous vient de Isiaka Douglas Kandé qui dit qu'on vous soupçonne de vous préparer pour les élections présidentielles de 2025. Vrai ou faux? Ça, il faut qu'on soit clair. Et si je le fais, ça fait quoi? Je dis... Non, personne n'a dit que ça c'était un problème. Je réponds à Isiaka. C'est quoi le problème? Mais Isiaka n'a pas dit que c'était un problème, il veut juste savoir votre avis. C'est pourquoi je lui dis. C'est ce que je réponds. Si je ne me réponds pas, ça fait quoi? Si j'ai beau expliquer partout que je fais le travail que tout le monde fait, mais que ma visibilité médiatique que vous créez, que tous les médias créent, parce que tout ce qui est Vincent Tobi, voilà. Mais s'il y a une visibilité médiatique qui m'échappe moi-même et qui me dérange souvent, qu'est-ce que je fais? Donc je fais un travail que tout le monde fait. Et si je voulais faire de la politique, ça dérange qui? La Constitution n'empêche aucun Ivoirien de faire la politique comme il veut. Donc si demain je veux être balayeur, je suis balayeur, comme j'étais préfet. Donc c'est une éventualité. Mais pourquoi ça doit être une éventualité, M. Dirassouba? Moi, je pose juste une question. Ouais, parce que, M. Dirassouba, si je compte, ça doit faire au moins 4 fois que vous me posez cette question sur ce même plateau. La preuve, les Ivoiriens vous posent la question en direct. Je leur ai déjà répondu. Moi, je suis là pour poser les questions qu'ils se posent chez eux. C'est ça. Et donc, moi, je réponds, je dis que c'est un travail associatif que nous faisons. Et nous le faisons de très bonne foi. Et certaines personnes, avant d'entrer à Nouvelle, disent, si jamais vous dérivez dans un domaine politique, nous vous quittons. Comme il y en a qui disent, si ça n'a pas un but politique, nous ne partons pas. Mais nous disons, nous restons au service de la population. C'est ce que nous faisons. Les Ivoiriens vont s'habituer progressivement à ce qu'on appelle la vie associative. Vous savez, quand j'étais en Afrique australe, là-bas, la vie associative, c'est un travail. C'est le grand boss qui sont dans les ONG. Ils opèrent des changements au niveau des lois, au niveau même de la vie des gens. Ils financent des entreprises. Mais ici, c'est encore larvaire, c'est encore petit. Donc, tout le monde se dit, mais ce n'est pas normal. Mais c'est ça, la société civile.
c'est-à-dire la société qui est en dehors de l'État, mais qui initie des choses pour le développement communautaire. C'est comme ça qu'on vit ailleurs. Mais vous avez les grandes organisations qui sont de la Côte d'Ivoire. Parmi les grandes organisations, il y a des ONG, mais qui ont la puissance financière parce qu'elles sont structurées, organisées. Donc il faut que les Ivoiriens arrivent à penser qu'une association, qu'une organisation est capable d'apporter un petit développement, même au niveau de la maison ou du village. La toute dernière question qui nous vient cette fois-ci de Roland Kwasi à Mani, qui dit « Aube Nouvelle pourra-t-elle à l'avenir se muer en parti politique ou s'associera à un parti ?» En fait, l'éternelle question. Après, vous direz que c'est moi qui pose la question, mais c'est ce que les Ivoiriens ont envie de savoir. Je ne suis que leur porte-voix. Allez, répondez-nous. Non, nous faisons notre travail de sensibilisation des communautés. Nous faisons notre travail de sensibilisation des communautés. Et je peux quand même dire quelque chose sur ce plateau. Je pense que nous avons été heureux de savoir que même les hautes autorités ont reçu copie de notre rapport et ont demandé au ministère de nous recevoir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pertinent. Nous sommes très heureux de la réceptivité qu'il y a. Donc, c'est une contribution que nous faisons, mais d'un axe différent. Peut-être parce que c'est Vincent Aubiré, donc tout de suite on s'agite, mais nous faisons un travail qui est aujourd'hui proche de la communauté. Les communautés nous appellent, nous parlent, et c'est ce travail que nous faisons. Il n'y a pas d'autre... Si, à un moment donné de notre vie, on se rend compte que Nouvelle, c'est plus ce que les gens veulent, bon, on laisse tomber. Mais si les gens ont besoin qu'on travaille dans des axes particuliers, nous définissons en groupe. Vous savez, on a un groupe, je vous dis qu'on est présent dans 112 villes européennes, où je suis pas, à cause du Covid, je n'ai pas voyagé dans ces villes. Mais spontanément, ils se sont organisés. Et de là-bas, ils vont organiser la vie de leur localité par le biais de Aube Nouvelle. Ils s'organisent déjà pour réfléchir à l'énergie, à l'électrification des villages. C'est ça. C'est parce qu'on partage quelque chose. On partage cette envie d'être utile à nos communautés. Vincent Aubiré, nous sommes au terme de cet exercice. Droit dans les yeux, très sincèrement, sans réserve, dites-nous, est-ce que vous avez un regret dans votre carrière? Ah non, jamais. Je rends gloire à Dieu pour toute la carrière que j'ai eue. J'étais jeune, je viens, comme je le dis tous les jours, d'une famille très pauvre. Et de la famille pauvre de Dabou, j'ai parcouru le monde entier. Je rentre en Côte d'Ivoire. Le président de la République me fait le privilège de me nommer à des hautes responsabilités. Je suis préfet d'une des plus grandes cités d'Afrique. Aujourd'hui, je suis dans la boue, dans le soleil, avec les populations parlant de paix dans les villages, dans les hameaux. Je suis accueilli avec une certaine communion. Je suis accueilli sur les plateaux, comme les plateaux prestigieux tels que le vôtre. Ça, on rend gloire à Dieu. De toutes ces... Demain, si je décide d'être Garbatigui ou bien cordonnier, je rendrai gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu voudrait que je fasse. Je suis tellement heureux de cette vie. Et je lance un appel en même temps. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, je le répète. Il y a des gens qui pensent que quand on quitte une fonction, c'est fini, on ne vit plus. Qu'on soit DG, ministre ou autre, les gens paniquent souvent qu'il y a des dominations. Mais c'est fini, une fonction, on l'a fait, on avance. Vous laissez les autres venir, vous travaillez. C'est parce que vous avez une fixation. J'ai plus d'engagement aujourd'hui que je l'avais lorsque j'étais préfet. J'ai au moins 3 conférences par jour, je vous dis, M. Dirasouba. Et les interviews, télé, radio, presse, c'est tous les jours. Et également les engagements internationaux. Aujourd'hui, je suis sollicité partout depuis que je suis parti. Donc, ma vie aujourd'hui publique est même plus active qu'elle ne l'était lorsque j'étais préfet. Or, je pensais que j'allais avoir un moment de repos et de répit. Donc, on avance. Un travail, on ne se colle pas à un travail. Je lance un appel aux jeunes qui souvent sont totalement obsédés par cette peur du vide, cette petite césure, ces aventures qu'ils peuvent faire pour chercher d'autres fonctions. Non, avancez, avancez. Faites votre nom sur votre capacité et vos valeurs. Et non pas sur votre titre. Si vous n'êtes plus préfet d'Abidjan, si vous n'êtes plus ministre, si vous n'êtes plus président, vous ne mourrez pas. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez ce service à la communauté et c'est ce que nous faisons. Très bien. Vincent Aubiré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.